C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ouverture en Guinée du procès de 3 figures de la société civile. Des activistes emprisonnés plusieurs mois et libérés le 10 mai dernier. Ils sont accusés entre autres d'attroupement illégal. Nous serons à Conakry dans ce journal. L'évacuation d'un orphelinat au Soudan, au moins 300 enfants y résidaient, victimes des bombardements et de la guerre. 70 d'entre eux ont trouvé la mort. On en parle dans ce journal. Et à la fin de cette édition, la journée mondiale des océans, l'occasion pour nous d'aller au Kenya. Vous verrez que les pêcheurs ont de plus en plus de mal à s'approvisionner à cause de la surpêche. Reportage de nos équipes à suivre. L'ouverture du procès de 3 figures de la société civile en Guinée. Ces activistes emprisonnés depuis plusieurs mois ont été libérés le 10 mai dernier. Ils sont poursuivis entre autres pour leur présumée participation à un attroupement illégal. Les précisions à Conakry de notre correspondant Malik Diakité. Parmi les 3 accusés, c'est Omar Silla alias Fonike Mange et Ibrahima Diallo qui étaient présents dans la salle d'audience. Le 3e, Seïkou Yaya Bari, secrétaire exécutif du parti UFR, selon ses avocats, est absent du pays pour des raisons de santé. Devant le tribunal de première instance de Dixine à Conakry, les 2 figures du FNDC, Front national pour la défense de la Constitution, un collectif qui avait été le fer de lance de la contestation au 3e mandat d'Alpha Condé et qui s'oppose désormais à la conduite de la transition militaire, ont rejeté en bloc les faits qui leur sont reprochés. Selon les 2 opposants, il s'agit, je cite, d'un procès politique. Ils soutiennent que le pouvoir militaire veut les empêcher de mener un combat qu'ils qualifient, je cite, de démocratique pour un retour des civils au pouvoir. C'est un procès politique parce que nos clients sont tout simplement arrêtés, détenus pour faire plaisir aux autorités actuelles, tout simplement pour leur empêcher de donner leur point de vue sur la marche de la transition. Et cela est complètement inacceptable. Mais c'est aussi un procès pour prendre la température de l'état de droit dans notre pays. Pour les avocats de la partie civile, ce procès est loin d'être politique. Ce n'est pas un procès politique. Pour la bonne et simple raison, il y a eu des faits pour lesquels ceux qui sont devant cette juridiction sont renvoyés et les questions qu'ils les ont posées, c'est pour qu'ils répondent de leur acte. Ils ne sont pas là pour leur opinion. Ils ont appelé à une manifestation, mais cette manifestation a été émaillée de violence. Le procès a été renvoyé pour demain, vendredi, pour la suite des débats. Les services du renseignement militaire congolais ont perquisitionné la résidence quinoise de l'opposant Moïse Katumbi ainsi que celle de son principal collaborateur, Salomon Kalonda. Pour rappel, il avait été interpellé il y a une semaine, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Nous sommes en direct avec Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Bonsoir. Tout d'abord, pouvez-vous nous en dire plus sur ces perquisitions ? Bien, bonsoir madame. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ces perquisitions ont été réalisées par le DEMIAP, donc le renseignement militaire, dans la plus parfaite illégalité. D'une part, celle réalisée à Kinshasa, au domicile du président Moïse Katumbi, sans qu'il en soit informé, sans qu'aucun de ses proches, ni même ses avocats, ne puissent assister à cette perquisition. Cela s'est fait en parfaite violation des lois, y compris d'ailleurs dans la résidence de Salomon Kalonda à Lubumbashi. En ce qui concerne Kinshasa précisément, eh bien, c'est une dame qui s'occupe de la maison, qui était prise manu militari par les forces qui devaient perquisitionner, et grâce à elle, ils ont pu ouvrir sans effraction la maison. Ils n'y ont rien trouvé, bien entendu. Tout ça, c'est du pur montage. Aujourd'hui, les services de renseignement militaire doivent essayer de masquer leur énorme bévue puisqu'ils avaient attribué à Salomon Kalonda une arme, la détention d'une arme qui ne lui appartenait pas. Et donc toutes les charges contre Salomon Kalonda se sont effondrées comme un château de cartes. Alors ce sont quand même des accusations graves. On l'accuse, vous l'avez dit, de détention d'armes, d'atteinte à la sûreté de l'État, de tentative de coup d'État. Il est même accusé de lien avec le M23, avec le Rwanda. Ce sont des accusations très très graves, surtout dans ce contexte. Des accusations graves, certes, mais qui ne sont que l'objet d'un montage grossier pour essayer effectivement de relier Moïse Katumbi. On veut créer encore un faux dossier contre Moïse Katumbi pour essayer de faire porter à Moïse Katumbi une volonté de vouloir prendre des armes contre son pays.
Moïse Katumbi est un homme de paix, c'est un homme de foi et qui craint Dieu. Et la première des choses qu'il refusera toute sa vie, c'est de porter des armes contre ses compatriotes, contre ses semblables. Donc tout cela, c'est pure affabulation. On veut à nouveau, comme on l'avait fait il y a 5 ans, créer de faux dossiers. En réalité, le pouvoir a peur de Moïse Katumbi depuis que Moïse Katumbi est venu à Kinshasa. Mais pourquoi le pouvoir a peur de Moïse Katumbi? Il y a d'autres opposants, j'ai envie de dire des poids lourds de l'opposition, qui, d'ailleurs, avec lesquels vous êtes unis. Je pense à Martin Fayoulou. Donc, pourquoi particulièrement contre Moïse Katumbi? Eh bien, ça, il faudrait peut-être poser la question au pouvoir, mais je crois que le candidat Félix Tshisekedi, chef de l'État de surcroît, a très peur de Moïse Katumbi, qui est un homme populaire. Et depuis que Moïse Katumbi est venu à Kinshasa, eh bien, on a constaté qu'il y a... Le pouvoir a basculé dans une répression, a versé dans une répression sauvage, brutale, en n'hésitant pas à recourir à des milices armées de machettes qui servent de supplétifs dans les manifestations aux forces de l'ordre et qui parfois même les défient. Tout ça sur fond de manipulation tribale. Vous voyez très bien, nous sommes maintenant dans un état de grande régression. Les champs de liberté, les champs de démocratie se sont réduits et dans l'échelle des injustices, on a encore atteint un niveau supérieur aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors vous dites que Moïse Katumbi est très populaire, pourtant on voit que l'opposition a du mal à mobiliser, on l'a vu lors des dernières manifestations, du dernier sit-in notamment. Comment expliquez-vous ça? Eh bien, les manifestations, quand en face de vous, vous avez non seulement les forces de l'ordre, mais ces supplétifs, donc ces milices qui appartiennent à un parti politique, qui sont armés de machettes. Et d'ailleurs, je pense que toute la communauté internationale s'est insurgée contre cette utilisation de miliciens pour venir en découdre avec l'opposition, avec les manifestants qui étaient tout à fait pacifiques. Et donc, nous sommes maintenant dans un processus où on veut bâillonner l'opposition, on veut créer des faux dossiers et on veut absolument éliminer Moïse Katumbi de la course à la présidentielle. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur, Moïse Katumbi n'a pas peur, il continuera à travailler pour faire son offre politique au peuple congolais. Alors justement, quelle est l'offre politique de l'opposition? Quelles sont vos propositions, notamment par exemple concernant la CENI? Vous rejetez le fichier électoral, vous dites qu'il n'est pas fiable, mais quelles sont vos propositions, y compris à la CENI? Nous voulons précisément, la première chose, nous ne sommes pas représentés dans la CENI. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila n'ont envoyé aucun représentant à la CENI. Nous voulons être partie prenante à la CENI. Ce qui se fait sans vous se fait contre vous. Nous voulons que ce fichier ait toutes les allures d'un vrai fichier, qu'il soit audité par une organisation crédible internationale et pas par des copains. Nous voulons réellement, Moïse Katumbi et les autres opposants, nous voulons des élections démocratiques, transparente, crédible et inclusive, parce que le peuple congolais a le droit de choisir cette fois librement les dirigeants de son choix. Alors, est-ce que vous pensez que Moïse Katumbi ira jusqu'au bout, puisqu'il y a ce fameux projet de loi Chiani, qui a un projet de loi pour écarter toute personne des hautes fonctions de l'État, toute personne n'étant pas de père et de mère congolais? Beaucoup disent que ce projet de loi vise particulièrement Moïse Katumbi. Pour nous, ce projet de loi, d'abord, il est inconstitutionnel. Il s'oppose totalement à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Nous ne devrions même pas en parler. En réalité, c'est un épouvantail. Et à nouveau, c'est Moïse Katumbi qui est ciblé par le pouvoir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il est le candidat qui, derrière lui, rassemble réellement une très large majorité de la population congolaise. L'offre que nous voulons, c'est d'abord pour le peuple congolais de vraies élections. Le peuple y a droit. Alors, craignez-vous d'autres arrestations dans votre camp ou plus globalement dans l'opposition? Dès lors que nous allons d'illégalité en illégalité, il faut se rendre compte qu'il y a 9 jours, Salomon Kalonda a été victime d'un véritable kidnapping, d'un enlèvement brutal. Les voyageurs, le personnel de l'aéroport a assisté à un enlèvement, à une séquestration, et depuis 9 jours, nous allons d'illégalité en illégalité. Salomon Kalonda n'a pas pu voir ses avocats. Lors de la perquisition ici, dans sa maison à Lubumbashi, sa famille qui réside dans sa maison a été purement et simplement chassée
parce qu'on sent qu'on veut charger Salomon Kalonda. Pourtant, les autorités disent qu'ils ont des preuves contre lui. Les autorités congolaises l'affirment. Madame, la toute première preuve, c'est l'arme. La fameuse arme que ces services voulaient attribuer à Salomon Kalonda. Heureusement, le Premier ministre Matata Ponyo a reconnu que lors du sitting, son garde, effectivement, a perdu une arme. Une arme qu'ils ont ramassée et ils ont voulu l'attribuer de manière totalement fausse. Et dès lors que tout ça s'effondre, eh bien, le pouvoir, les services de renseignement veulent créer maintenant, veulent fouiller, creuser et même fabriquer des preuves contre Salomon Kalonda et contre Moïse Katumbi. C'est contre cela que nous nous insurgeons. Qu'est-ce que vous allez faire les prochaines semaines à venir ? Les prochaines semaines, nous allons continuer à travailler. D'abord, vous savez très bien qu'on doit déposer les candidatures dans les délais du 25 juin. Mais Moïse Katumbi va revenir à Kinshasa et nous allons continuer le combat politique parce que nous croyons dans la démocratie. Ce que nous voulons simplement, c'est que ce régime revienne à la raison. Il y a une constitution, il y a des lois, il y a des procédures. Nous demandons que Salomon Kalonda soit libéré. S'il ne l'est pas, qu'il soit déféré devant son juge naturel, devant lequel il ira se défendre. Mais nous devons arrêter chaque fois de vouloir violer la Constitution pour essayer de conserver le pouvoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La République démocratique du Congo a besoin d'apaisement. Nous demandons donc au chef de l'État, à ses amis, certes ils sont candidats, mais nous avons au-dessus de nous la constitution du pays, les lois, les règles de ce pays, elles doivent être respectées si on ne veut pas que ça devienne un enfer et retourner à l'âge de la pierre, l'âge d'ère de la brutalité. Les Congolais n'ont pas besoin de la loi du plus fort, ils ont besoin qu'on respecte la constitution du pays. Merci beaucoup Olivier. Camille Tatou, porte-parole de Moïse Katumbi, merci d'avoir répondu à nos questions. International, au moins 23 personnes ont été tuées lors des violentes manifestations qui ont éclaté au Sénégal, notamment à Dakar et Ziguinchor depuis le 1er juin. Il y aurait 390 blessés d'après la Croix-Rouge sénégalaise. Le bilan officiel fait état de 16 morts et 350 blessés. La Cour de justice de la CEDEAO demande à l'État togolais de libérer immédiatement et sans condition 10 détenus arrêtés en 2019. Ils avaient été emprisonnés pour atteinte à la sûreté de l'État dans le cadre des manifestations de 2018. La haute juridiction demande aussi aux autorités togolaises d'enquêter et d'arrêter les auteurs des actes de torture dont ont été victimes les détenus. L'association des victimes de la torture au Togo se dit satisfaite de cette décision. Écoutez son président. C'est une véritable consolation. Ensuite, en tant que défenseur des droits humains, nous pensons que cette décision nous réconforte et ça nous consolide dans notre travail. Il est de bon temps que nos autorités montrent véritablement l'exemple du respect des engagements qu'elles prennent vis-à-vis de la communauté internationale. Nous espérons que cette fois-ci, nos autorités vont entendre raison et ne vont pas attendre que les pressions leur parviennent avant de s'exécuter par rapport à cette décision. En Guinée-Bissau, l'opposition a remporté la majorité absolue aux élections législatives. Il y a donc une cohabitation imposée au président Umaro Sissoco Embalo. Ce n'est pas la première fois dans ce petit pays abonné aux crises politiques. La correspondance régionale de Sarah Sakou. Le PAI Teraranka, la coalition bâtie autour du PAIGC qui remporte 54 sièges sur les 102 en jeu lors de ces législatives et qui obtient donc la majorité absolue. Le Madem G15, la famille politique du président Umaro Sissoco Embalo qui remporte 29 sièges, le Parti du Renouveau Social 12, celui des Travailleurs 6 et enfin l'Assemblée du Peuple Uni qui remporte 1 siège. Voilà pour les résultats de ces législatives. Dès leur annonce à la mi-journée, les partisans du PAIGC se sont rués dans les rues de la capitale, Bissau, en direction du siège du parti qui se trouve à quelques pas de la présidence. Ils ont chanté, dansé, il y a eu des concerts de klaxons, des concerts de casseroles également pour manifester leur joie d'avoir remporté donc la majorité absolue à ces législatives. Pourquoi? Parce que selon la Constitution, c'est le parti victorieux à l'élection qui peut nommer un Premier ministre et donc mettre en place
place un gouvernement. Normalement, théoriquement, on devrait donc se diriger vers une cohabitation entre d'un côté un Premier ministre issu du PAIGC et de l'autre le président Embalo. C'est cette configuration qui avait justement conduit à la dernière crise institutionnelle à Bissau, crise qui avait conduit le président Embalo à dissoudre la précédente Assemblée nationale il y a un peu plus d'1 an. Dans un conflit, les civils les plus vulnérables sont les enfants et les enfants les plus vulnérables sont les orphelins. Au Soudan, environ 300 enfants ont été évacués d'un orphelinat dans la capitale Khartoum. L'opération a été menée par le CICR avec l'accord des deux belligérants. Environ 70 enfants sont morts dans cet orphelinat depuis le début des combats. Caroline Lambolé. En pleine nuit, ces voitures du Comité international de la Croix-Rouge ont bravé les rues de la capitale soudanaise. Leur mission, l'évacuation de l'orphelinat de Migoma, le plus grand du pays. Entre mercredi soir et jeudi matin, environ 300 enfants ont été emmenés dans un lieu sûr, à environ 200 km de Khartoum. C'est vraiment en plein milieu des combats. La ligne de front se trouve à 800 mètres de l'orphelinat. Nous sommes très heureux d'avoir pu mener à bien cette opération qui nous avait été demandée par les deux parties. Ces enfants sont restés là pendant les 6 dernières semaines. Donc c'était vraiment un soulagement de les emmener vers un lieu sûr. Aussi, ils pourront maintenant recevoir des soins adéquats. L'orphelinat de Migoma avait fait la une de l'actualité le mois dernier. Depuis le début du conflit, environ 70 enfants y sont décédés de déshydratation et de malnutrition. Alors que les combats faisaient rage à Khartoum, seuls quelques employés pouvaient continuer à se rendre au travail. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de ces enfants mourir puis être enterrés. Notre message au monde est le suivant: évacuer les orphelins de Khartoum vers une ville plus sûre et via un couloir sûr. Depuis mi-avril, les hôpitaux et autres institutions médicales subissent de plein fouet les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Entre les bombardements et les coupures d'électricité et d'eau, la majorité des hôpitaux de la capitale ont dû fermer leurs portes. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a déposé un recours pour être inscrit et voter aux élections locales prévues le 2 septembre prochain. Il est toujours radié de la liste électorale pour avoir été condamné pour le braquage de la BCEAO. Écoutez-le. On n'a pas mis mon nom sur la liste électorale, prétextant que j'ai été condamné après un procès qui m'a jugé parce que j'aurais braqué la BCEAO. Non et non, je ne laisserai pas mon nom sale sans me battre. Je suis encore debout et tant qu'il faut se battre pour la dignité, je me battrai toujours. La journée mondiale des océans au Kenya, pêcheurs et villageois font les frais de l'exploitation intensive des fonds marins depuis des décennies. En février dernier, les États de l'océan Indien ont décidé d'interdire momentanément certaines techniques de pêche du thon industriel. Sur la côte kenyane, villageois et ONG essaient de faire avancer les choses à leur échelle. Reportage de Bastien Renouille et de Théo Prouveau. Oumaya pêche au large des côtes kenyanes depuis plus de 20 ans. Mais les prises diminuent. En cause, la surpêche pratiquée dans l'océan Indien. C'est la faute de tous les bateaux industriels qui viennent par ici. Dans notre village, on pêche traditionnellement le thon. Avant, les pêcheurs pouvaient ramener jusqu'à 200 kilos de poissons, du thon et d'autres espèces. Ces Kenyans ne sont pas les principaux responsables de la surpêche, mais en sont les grandes victimes. Des instituts de recherche analysent les prises du jour et tentent d'apporter des solutions au niveau local. À défaut d'avoir un impact au large, ils essaient de préserver l'écosystème côtier. Voilà un piège traditionnel amélioré. Il est fait avec des roseaux. Il a été conçu grâce aux échanges que nous avons eus avec la communauté. Nous l'avons développé ensemble. Depuis, nous constatons une amélioration. Il y a de moins en moins de jeunes poissons capturés. Changer les techniques de pêche, mais aussi restaurer ce qui a été détruit.
Ces femmes ont été formées par l'Institut de recherche pour réhabiliter la mangrove. Cet endroit nous est bénéfique, à nous et à nos familles. Les poissons naissent ici et grandissent dans la mangrove. Notre communauté gagne de plus en plus d'argent grâce à cela. Pour la chercheuse, il faudrait plus d'action des pouvoirs publics afin de mobiliser les populations de toute la côte. Si le gouvernement soutient ces projets et qu'il soutient les communautés, notamment pour les aider à les mettre en place, les villageois les accepteront. Ils doivent comprendre l'importance de ces écosystèmes et comprendre les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Les actions locales sont essentielles, mais elles n'auront d'impact que si la mobilisation est globale, y compris chez les industriels, en particulier européens. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants sur le terrain et merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.